Voilà. Non, merci de cette invitation et je trouve que c'est bien agréable d'être ici pour plusieurs raisons. D'abord, évidemment, c'est un beau sujet dont nous allons parler ce soir. C'est un sujet, comme vous le verrez et comme on va, je pense, le discuter, qui est réellement un sujet interdisciplinaire. Et dans cet esprit, c'est également pour moi, je suis très heureux d'être ici dans cet institut. La chimie est un vrai sujet pour l'Institut Pasteur, pour sa stratégie, le renforcement de ses compétences en chimie, les partenariats. Et donc, au-delà du sujet lui-même de ce soir, c'est très intéressant pour nous. Et enfin, c'est un vrai sujet de société. Et je trouve très très bien qu'il y ait effectivement ces conférences qui puissent nous réunir. D'une manière générale, à l'Institut Pasteur, je suis directeur général maintenant depuis environ 15 mois. Je pense que c'est un point très important que d'avoir ce lien entre recherche, société et des débats qui soient vraiment transparents sur ces points. Et c'est ce que je pensais avant également quand j'étais directeur général de l'INSERM. Donc ce que je propose, c'est dans cette présentation schématiquement de faire trois parties. La première, je vais parler de façon spécifique du virus Ebola, de cette épidémie gravissime et donc d'un certain nombre de faits scientifiques concernant le virus, le diagnostic, la maladie et heureusement certaines approches thérapeutiques. Ensuite, dans une seconde partie, je voudrais vraiment, à propos de cette épidémie, poser un certain nombre de questions générales sur les dysfonctionnements qui ont conduit à sa diffusion, sur les problèmes de société et sur le fait que, à mon avis, rien ne sera plus comme avant après cette épidémie. Alors qu'en fait, comme on va le discuter, ce virus, il est connu depuis longtemps et il y a déjà eu un certain nombre d'épidémies, même si elles étaient moins importantes. Et puis, dans une troisième partie courte, je voudrais vous montrer ce qu'à l'Institut Pasteur, on fait sur ce domaine et de façon plus générale, vous présenter un institut qui est un institut international avec un réseau dans le monde de 32 instituts dans 25 pays et vous montrer comment on travaille et comment on veut encore mieux travailler. Donc, le virus Ebola, c'est ce qu'on appelle un filovirus, c'est une classification. Il suffit de regarder la photo en microscopie électronique pour comprendre pourquoi on l'appelle de cette manière. Et on ne va pas du tout entrer dans les détails. Il y a, pour l'instant, parce qu'on peut encore en avoir à découvrir, 5 types d'Ebola. On va essentiellement parler de ce qu'on appelle les souches, entre guillemets, Zaïre et Soudan. Et en fait, l'épidémie d'Ebola actuelle vient d'un virus de la souche dite Zaïre. Le virus Ebola, il a été découvert en 1976 par Peter Piot et vous voyez, son nom vient tout simplement d'une rivière, hein, la rivière Ebola, au niveau duquel a été découvert le virus, donc par Peter Piot, puis d'ailleurs par une série de scientifiques, dont un pasteurien Sureau. Et ce que vous montre la carte sur la droite, c'est il faut retenir finalement les points essentiellement 1 et 2. Tout est parti donc dans l'ex-Zaïre, la République démocratique du Congo actuelle, et le Soudan, avec le point numéro 2. Et on va y revenir à plusieurs reprises ce soir. En fait, il y a eu, mais finalement très peu de gens y ont prêté attention, et ça n'a pas été du tout médiatique, entre guillemets. Il y a eu un grand nombre d'épidémies, on y reviendra tout à l'heure, limitées pour un certain nombre de raisons depuis 1976. Donc Ebola, ça n'est vraiment pas une révélation. Ce qui est une révélation, c'est sa capacité à diffuser de façon aussi importante. Donc quand on regarde le cycle en fait de Ebola, en fait ça montre qu'il y a
énormément de choses qui restent extrêmement mystérieuses. Le vecteur le plus probable, ce sont des chauves-souris. Les chauves-souris, et personnellement je ne connais vraiment pas grand-chose aux chauves-souris, et il y a quelques équipes qui travaillent là-dessus, mais c'est un monde. Vous avez des tas d'espèces de chauves-souris, et certaines sont clairement sensibles à des virus, d'autres ne le sont pas. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des disciplines qui sont un peu sous-estimées, qui sont extrêmement importantes pour réellement justement disséquer ces phénomènes, et que, en particulier, la médecine vétérinaire est une médecine très importante pour comprendre les épidémies. Donc, mais on considère que les chauves-souris, certaines espèces de chauves-souris frugivores, sont porteuses de ce virus. Elles sont porteuses saines, c'est ça qu'il faut bien comprendre, tout est là. Elles sont infectées par le virus, elles vont très bien, et elles vont avoir entraîné deux types de cycles. Chez les animaux comme les singes ou d'autres, il y a un cycle alors là qui tue l'animal de façon extrêmement rapide. Et puis, il y a un cycle chez l'humain qui va également entraîner une maladie grave, qui va venir, donc on le comprend très bien d'après le schéma, soit parce qu'ils vont directement être contaminés à partir des chauves-souris, soit éventuellement, mais c'est en fait nettement plus rare, par une contamination, parce qu'on consomme de la viande contaminée. Donc ça, c'est le cycle qui est vrai. Je vous parle d'Ebola, en fait, encore une fois, et c'est très important pour le futur, les filovirus, ces fièvres hémorragiques, c'est une famille de virus. Et il y a d'autres virus, comme par exemple le virus de Marburg, dont on ne reparlera pas, mais qui existe. Et il y a eu une petite épidémie, d'ailleurs, de virus de fièvre de Marburg qui a eu lieu il y a quelques mois dans la République démocratique du Congo, et dans une certaine indifférence. Alors, donc la transmission interhumaine, donc, elle se fait par les fluides. Donc effectivement, c'est le sang, mais c'est aussi les urines, ce sont les vomissements, c'est aussi le sperme, on pourra y revenir, et le point, et puis c'est les enterrements. Et ça, vous l'avez sûrement lu au sujet de cette épidémie, les enterrements entre guillemets non sécurisés, où la famille, et c'est très important dans ces régions, et ça fait partie d'un rite avec un impact majeur pour le devenir du mort dans l'au-delà. Ces funérailles sont faites de façon extrêmement soigneuse, extrêmement attentive, mais extrêmement contaminante pour les personnes. Et les funérailles ont joué un rôle important, en particulier dans les phases initiales de dissémination de la maladie. Donc, contamination par le sang, par les fluides. Un point donc fondamental, c'est que ça veut dire qu'il faut toucher. Et c'est ce qui nous a protégés et ce qui nous protège actuellement. Il n'y a pas d'argument pour penser que ce virus se transmette par exemple par voie respiratoire, sauf bien sûr s'il y a des crachats très importants, mais on n'est pas du tout dans la situation par exemple d'une épidémie de grippe ou de virus de ce type-là. Et ça, c'est fondamental, et c'est vrai actuellement, et il n'y a pas de raison que ça ne reste pas vrai, mais on peut toujours imaginer qu'un virus évolue. Et il y a eu un moment une inquiétude. Il y avait eu un article dans un journal aux États-Unis qui suggérait que dans certaines conditions, ça avait déclenché une grande panique. Ça n'a pas du tout été confirmé. Donc, le deuxième point fondamental pour comprendre l'épidémie et les mesures de précaution à prendre, les personnes infectées ne sont pas contagieuses jusqu'à ce qu'elle ait des symptômes. Autrement dit, il n'y a pas de porteur sain. Quand on a une température normale, eh bien, on ne transmet pas. Alors, quand on vous dit ça, ça fait partie des dogmes. On se dit, bon, c'est vrai, mais enfin quand même. Et c'est réel. C'est-à-dire que les personnes qui sont contagieuses sont les personnes qui ont de la fièvre et qui ont des signes cliniques. Donc, par contre, l'infectiosité va augmenter quand le patient devient
plus malades, parce que la charge virale, la quantité de virus qui est produite, a un effet direct sur le pronostic. Plus il y a de virus qui est produit, plus on est malade, ce qui est intuitivement logique, et plus la maladie s'aggrave, plus on a une multiplication virale importante qui est associée. Et donc, ce que je disais, une transmission par inhalation, par des aérosols, n'a pas été démontrée, du moins jusqu'à présent. Alors, la transmission animale, simplement rapidement, elle peut se faire, donc cette fois-ci à nouveau par des fluides, bien sûr, à partir d'un animal infecté, et éventuellement par surtout la consommation de viande. Vous avez quelques exemples. Je suis bien certain que beaucoup d'entre vous savent comment se passe la situation dans ces pays en Afrique, et les précautions qui sont prises sont malheureusement limitées. Un point fondamental pour comprendre l'épidémie, c'est que la déforestation a très certainement grandement favorisé la diffusion de l'épidémie. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu cette déforestation modifie l'habitat des chauves-souris en question et d'un certain nombre d'animaux, et clairement on fait que des populations humaines, donc en Guinée, je vais montrer des cartes dans un instant, ont été exposées à des animaux qui, entre guillemets, n'auraient pas dû être là. Et c'est un bon exemple d'une intervention, entre guillemets, humaine qui retentit sur la transmission d'un virus. Alors, ce schéma illustre de façon plus précise que vous avez une phase, vous voyez, aiguë, qui est marquée ici entre jour 1 à jour 14, et puis ensuite, quand on guérit, une phase de convalescence. Et vous voyez la persistance du virus dans le sang. Ici, on dit 21 jours, donc quand on revient d'une zone avec un risque de contamination, on vous demande de prendre des précautions pendant 21 jours, c'est basé simplement là-dessus. Vous voyez, ceci dit, ce qui a été un peu sous-estimé à un moment, qu'on peut l'avoir également dans les urines, et il y a des études qui ont montré, et de façon beaucoup plus prolongée, la persistance dans le sperme ou dans les sécrétions vaginales. On peut également le trouver, ça c'est plus logique, au niveau des fécales, et éventuellement, pendant une certaine période, il y a eu des études qui l'ont montré au niveau du lait. En fait, comme toujours, quand vous faites des études virologiques très poussées avec des techniques sensibles dans un certain nombre de réservoirs potentiels, vous pouvez avoir des résultats positifs sans que l'implication clinique soit bien démontrée. La réalité de l'épidémie actuellement, c'est qu'en gros, quand on guérit, au bout, en fait, réellement d'une quinzaine de jours, déjà, le risque de transmission devient beaucoup plus faible et que les précautions au-delà de 21 jours ne sont pas utiles. Ça veut dire qu'on est devant des infections, en termes de virologie, qui sont clairement des infections aiguës et qui ne donnent pas d'infection chronique. Cela dit, et ça peut se comprendre, des personnes qui sont convalescentes restent extrêmement handicapées quand même et fatiguées pendant un certain temps. Et elles posent également le problème de leur réinsertion, donc ça c'est un problème sociologique dont on parlera tout à l'heure, de leur réinsertion dans leur milieu. Alors, je vais aller en fait rapidement, parce que c'est pas le sujet ce soir, c'est pas de faire un exposé détaillé sur la clinique de l'infection à Ebola, mais simplement donc vous avez donc une phase d'incubation donc entre 2 et 21 jours, mais enfin en gros c'est entre 2 et 8 jours l'incubation réellement. Et vous voyez, ce sont des signes, et c'est ça qui est intéressant, enfin qui est important également à comprendre, ce sont des signes qui ne sont pas du tout spécifiques. Et en particulier, si vous avez un accephalus, si vous avez une infection à plasmodium, donc un paludisme, eh bien, vous pouvez parfaitement avoir les mêmes symptômes. D'autant que les syndromes hémorragiques, qui, eux, sont beaucoup plus spécifiques, et c'est pour ça qu'on appelle les fièvres hémorragiques,
et qui était très fréquent au cours des épidémies des années 76 aux années 2000, là sont beaucoup, pour des raisons qu'on ignore, sont beaucoup moins fréquents. Vous voyez 18% pour les symptômes hémorragiques. Et donc, vous avez même eu un certain nombre de cas, au début, où les patients étaient traités avec des traitements anti-palud, et évidemment, les choses ne s'arrangeaient pas. Et par contre, pendant cette période-là, ils disséminaient et il y avait une non prise en compte, en fait, du risque infectieux. Donc là, je vais passer ça. Ce sont des pourcentages, c'est pas... Ça peut être quand même extrêmement impressionnant, évidemment, les syndromes hémorragiques. Alors, comment est-ce qu'on fait le diagnostic d'une infection par Ebola? Alors, il y a la méthode de référence, c'est une méthode de biologie moléculaire, donc de PCR, très classique en fait, qui va permettre d'aller détecter le virus lui-même dans le liquide qui est testé. Et c'est ce qui a été utilisé et ce qui est donc la référence. Alors ensuite, on peut bien sûr isoler le virus, mais alors là on arrive à un point, c'est que vous voyez sur la droite donc un laboratoire dit P4, ça veut dire des laboratoires de très haute sécurité. En France, on a un laboratoire P4, il est à Lyon. Et il est géré par l'INSERM et par la Fondation Mérieux. Et c'est devenu un cauchemar en termes de sécurité parce que en théorie, vous devriez manipuler uniquement dans un laboratoire en P4, mais le P4, il est à Lyon, donc il faut transporter des échantillons. Il y a même eu un moment où on demandait à ce que les tests biochimiques ne soient pas faits. Et donc en fait, si on avait répondu comme ça, on ne pouvait même pas faire le diagnostic chez les patients, même sur les manifestations graves. Donc ça pose des tas de problèmes de sécurité. Et la raison pour laquelle je l'amène, c'est que quand on parlera du futur, je crois que ce qu'a montré Ebola, mais c'était vrai pour d'autres virus, mais on va devoir avoir une organisation de la recherche différente parce qu'on aura d'autres épidémies comme ça et on devra avoir beaucoup plus de laboratoires de haute sécurité qui sont, cela dit, très chers et très difficiles à manager, mais on ne pourra pas garder un système où on a un seul laboratoire à Lyon de référence. Donc en gros, si on veut vraiment isoler le virus pour le caractériser, on envoie les échantillons au P4 à Lyon. Alors ceci dit, à l'Institut Pasteur, on a un laboratoire de sécurité P3, mais sur lequel, dans certaines conditions, une fois que ça a été décontaminé dans le P4, on peut récupérer les échantillons, faire le test, faire les analyses. Et puis vous avez ce qu'on appelle des tests ELISA, c'est-à-dire des tests sérologiques, qui permettent de détecter les anticorps, qui montrent qu'on a été exposé au virus, qu'on a rencontré le virus, et qui permettent d'analyser la réponse immune. Ces tests étaient très insuffisants au début de l'épidémie. Il y a un effort énorme, académique et industriel, pour augmenter ces tests et pour faire des tests de diagnostic rapide. Ça, c'est un des grands enjeux de la compétition actuelle. Tout ça, vous pouvez le faire dans des centres, mais vous comprenez très bien que si vous êtes dans un hôpital au Libéria, en Sierra Leone ou en Guinée, eh bien, vous ne pouvez pas, dans la majorité des cas, faire les tests de PCR. Donc, comment est-ce qu'on peut répondre à tout ça ? Il y a des laboratoires mobiles qui ont été mis en place avec la communauté européenne et l'Institut Pasteur avec l'INSERM et la Fondation Mérieux gèrent certains de ces laboratoires mobiles. Et puis, on a un gros effort donc, pour avoir des tests dits de diagnostic rapide qui vont permettre d'aller réellement, idéalement, sur place, près des patients, permettre de faire un diagnostic immédiat. Mais ils sont encore en cours d'évaluation et ce n'est pas des choses qui sont réglées. Et là, c'est la courbe qui vous montre ce qui se passe en termes, cette fois-ci, de réellement virologique. Vous voyez la phase de virémie, il y a une multiplication du virus. On est dans une situation de guérison. Et puis, vous voyez l'apparition à partir du 10e jour, schématiquement, d'anticorps de type IgM, puis IgG. Tout ça est extrêmement classique. Pour n'importe quelle infection virale, ou pour la majorité des infections virales, vous auriez le même tableau. L'infection par le virus Ebola, c'est ça le paradoxe, elle n'est pas très difficile à diagnostiquer. Elle n'est pas non plus très compliquée à analyser. Le problème, ça a été sa
sa dissémination dans des pays avec un système de santé très faible. Donc cette diapositive, elle montre la compilation des cas qui en fait étaient survenus depuis donc la première apparition en 1976. Et vous voyez sur la droite que finalement à chaque fois les nombres de patients touchés étaient limités, sauf la dernière, West Africa, plus de 20 000. Plus de 20 000 patients ont été touchés depuis un an. Alors, les chiffres qui sont sur la droite sont faux. Ils sont une sous-estimation. Ces épidémies survenaient dans des endroits, en particulier la République démocratique du Congo, mais aussi les régions du Soudan, des populations isolées, dans des forêts, très peu de communication, et c'est assez horrible à dire, une indifférence assez générale, y compris des pays dans lesquels ils vivent, et une tendance à attendre, si je veux être un peu provocant, tranquillement, que les personnes infectées décèdent et que l'épidémie se tasse toute seule. Donc oui, les épidémies étaient de faible amplitude, mais quand vous voyez par exemple qu'on ose vous dire qu'en Côte d'Ivoire, dans la forêt Taille, il y a eu un cas, je pense qu'il y a vraiment un problème dans la manière dont sont collectées les données. Donc ensuite, on peut utiliser des techniques maintenant beaucoup plus modernes, des techniques de séquençage qui vont permettre d'analyser les génomes. Et comme vous le savez très bien, le séquençage est une technologie qui a explosé. On a maintenant ce qu'on appelle le Next Generation Sequencing. Les enjeux, ce sont les analyses bioinformatiques des données. On est à l'ère, entre guillemets, du big data, de la biologie intégrative, etc. Et c'est vrai que ça a transformé l'épidémiologie des infections virales. En général, je pourrais vous montrer des diapos comme ça sur des virus comme chikungunya ou la dengue, et ce sont des choses qui sont beaucoup pratiquées à l'Institut Pasteur en particulier, et dans son réseau international. Et donc, il y a eu des analyses qui ont été faites. Ça, c'est le papier Princeps de Sylvain Bèze, qui a une unité Pasteur à Lyon, également avec l'INSERM. Et il a décrit, et vous voyez donc sur la partie gauche, à la frontière entre la Guinée, Libéria et Sierra Leone, le premier virus, en fait, qui était à l'origine de cette infection. Il a pu montrer par séquençage qu'il s'agissait bien d'une souche Zaïre. Autrement dit, on a ce mystère qu'on avait une souche Zaïre qui était en République démocratique du Congo et au Soudan, et qu'on retrouve fin décembre 2013 en Afrique occidentale, en Guinée. Pourquoi, comment? Est-ce qu'en fait ce virus était là, on ne le voyait pas, et il a été réactivé en particulier par la déforestation? Est-ce qu'il y a eu des mouvements des animaux, etc. On n'en sait rien. Mais c'est un fait. Cette diapositive vous montre que, à partir du premier cas qui a eu lieu chez un petit enfant de 2 ans, en Guinée, eh bien les choses ont explosé, ça vous l'avez suivi bien sûr, et on considère qu'actuellement il y a au moins 20 000 cas, parce que les reportings ne sont pas très fiables, mais au moins 20 000 cas et au moins 8 000 à 9 000 décès. Ce qui a été très intéressant, c'est que le Nigeria a eu quelques cas, le Mali, le Sénégal. Et bien que ces pays soient des pays avec une instabilité et avec des difficultés, leur système sanitaire a été suffisant pour contrôler l'épidémie. Parce que on va à nouveau, y revenir, c'est l'épidémie d'Ebola. Ce qui est scandaleux, c'est que c'est en fait facile à contenir comme épidémie. Quand vous avez par exemple le virus de la grippe avec certains mutants de la grippe H5N1 ou des choses comme ça, c'est extrêmement compliqué de faire une politique de santé publique qui permet de stopper l'épidémie, parce que ça se dissémine de façon très facile. Ebola, c'est une infection où on n'avait pas le droit de laisser se développer une épidémie d'une telle intensité, parce que c'est facile à prévenir. Et encore une fois, donc des pays comme le Nigeria, le Mali et même le Sénégal, qui ne sont quand même pas dans des situations extraordinairement confortables, ont réussi à le faire. Et puis il y a eu des cas
exportés. Vous avez bien sûr suivi ça en Espagne, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Alors ça vous montre de façon plus précise d'où tout est parti. Donc Guékédou, c'est l'épicentre. Et vous voyez à droite Maceinta. Et Maceinta est un endroit où d'ailleurs l'Institut Pasteur travaille au sein d'un centre d'isolement. Et on a une équipe qui travaille là-bas. Et d'ailleurs j'y suis également allé. Et puis vous avez donc la capitale Conakry. Ce que vous voyez, c'est que pour aller de Guékédou à Conakry, il faut du temps. En fait, en voiture, dans ces pays-là, il faut à peu près 16 heures. Hein, c'est assez compliqué. Et l'épidémie a pris dans une région qui est à l'intersection entre donc, la Guinée, Sierra Leone et Libéria. C'est un endroit de très forte communication humaine. Il y a énormément de gens qui passent entre ces différents pays dans cette zone-là. Et c'est ça qui explique la diffusion. On était d'emblée dans une situation qui n'avait rien à voir avec celle de la République démocratique du Congo ou du Soudan dans les années précédentes. On était dans une situation de passage, d'échange, et c'est malheureusement comme ça qu'on dissémine. Donc l'infection s'est disséminée dans un premier temps dans cette région de Guinée, Sierra Leone et Libéria, et seulement dans un deuxième temps sur Conakry et les autres régions de Guinée. Donc on peut ensuite utiliser les techniques de séquençage, c'est ce qui est marqué à droite, pour justement à partir de tous les isolats, essayer de savoir combien finalement de patients ont été à l'origine de l'épidémie. Et là c'est un exemple incroyable d'épidémiologie moléculaire, c'est-à-dire que ce que ça vous montre, c'est que réellement on peut tracer qu'il y a eu un virus, un enfant, et un seul qui a été à l'origine de cette épidémie, et que tout est parti de là. Les 20 000 cas sont venus d'une contamination d'un enfant de 2 ans par une chauve-souris dans la région de Guékédou. Et je trouve que ça donne quand même... ça fait réfléchir à un certain nombre de choses, de voir comment ce drame peut être occasionné d'une façon aussi, entre guillemets, efficace, au sens négatif du terme, par un virus, évidemment un virus gravissime comme le virus Ebola. Donc il y a eu, après finalement ça a commencé dans l'indifférence, il y a eu quelques cas, et puis on a commencé à s'y intéresser. Je suis vraiment d'ailleurs heureux, je le dis très simplement en tant que directeur général de l'Institut Pasteur, que l'Institut Pasteur ait fait partie des tout premiers qui se sont intéressés à ça et qui ont travaillé. L'OMS, vous avez sûrement vu ces controverses, a réagi avec retard. L'OMS a réagi avec retard parce que les personnes qui représentaient l'OMS, parce qu'elles ont été changées en Afrique, ne faisaient pas leur travail, pour être très simple. Et donc on a perdu beaucoup de temps. Les ONG ont joué un rôle fondamental. Et si on va finir par contrôler cette maladie, ce sera grâce à Médecins sans frontières et puis après, bien sûr, la Croix-Rouge et puis d'autres ONG. Et ce partenariat entre l'Institut Pasteur, mais bien sûr d'autres instituts de recherche et ces ONG, ça a été une situation inédite, mais je trouve très très intéressante en termes de coopération et à mon avis également un bon exemple pour le futur. La courbe qui vous montre cette explosion du nombre de cas. Alors, sur cette diapositive, là aussi, je ne vais pas... au fond, ce qu'il faut simplement retenir, c'est ce qui est sur la partie, au fond, gauche, avec le premier cercle rouge. La mortalité due à cette infection a été effroyable pendant tous les premiers mois. Elle s'est située schématiquement entre 50 à 70%, mais plus proche de 70%. 70% de mortalité, c'est énorme. Enfin, je veux dire, on le comprend tous, mais c'est pas banal. Alors, c'est comparable à ce qui avait été décrit dans le passé, mais ça montre à quel point il y avait un problème de prise en charge. Alors là, je vais passer parce que c'est pas la peine. Ça montre en fait les mortalités par symptômes. En gros, à partir du moment où le patient a des nausées, de la fièvre et commence à avoir de la diarrhée,
si on n'est pas dans une situation de réanimation efficace, très rapide, le pronostic vital va être terriblement menacé. Alors, il y a des traitements, et ces traitements, ils ont été développés. Au fond, le paradoxe est le suivant. L'infection à virus Ebola, les fièvres hémorragiques, c'est vraiment ce qu'on appelle une maladie négligée. C'est-à-dire que le nombre d'équipes qui travaillaient sur ce sujet au cours des années précédentes était beaucoup trop faible. Et ça pose vraiment un problème d'orientation finalement de la recherche sur des problématiques qui sont négligées. Et donc l'aspect très négatif de ça, c'est qu'il n'y avait pas de vaccin disponible au moment où ça a démarré, qu'il n'y avait pas de traitement médicamenteux. Il y a une chose qui a préservé, il y a deux choses qui ont préservé. La première, c'est que l'armée américaine avait maintenu un programme de recherche sur ces virus parce que ça fait partie des choses systématiques dans ce pays et pour leurs militaires et pour un certain nombre de missions qu'ils ont à effectuer. La seconde chose, c'est que là, qui est très positive, c'est qu'il y a eu depuis mai 2014, un effort gigantesque dans un partenariat à la fois académique et industriel, à la fois pour créer des nouveaux tests diagnostiques et des nouvelles molécules. Mais les molécules qui sont disponibles actuellement, qu'on commence à évaluer, il faut bien comprendre, ce sont des molécules qui ne sont pas spécifiques. Vous voyez, par exemple, le favipiravir, pour lequel il y a eu des résultats encourageants dans un essai très préliminaire qui ont été rapportés il y a quelques jours, très préliminaire, mais enfin encourageant, c'est en fait une molécule qui vient du traitement de la grippe au Japon. L'autre, le brincidofovir, c'est un traitement pour les infections à cytomégalovirus. Donc, on a regardé ce qu'on avait, entre guillemets, en magasin, bien sûr avec un certain rationnel. Il y a eu un effort énorme pour tester, on a trouvé quelques candidats, et tant mieux. Et puis alors, il y a un traitement, mais lui qui est alors beaucoup plus en amont, qui s'appelle le Tecmira, qui est basé sur ce qu'on appelle les Small Interfering RNA. Alors là, c'est très spécifique. Ce sont des molécules d'ARN dont la séquence est spécifique de certaines régions du génome et qui vont inhiber sa multiplication. Et puis on a deux vaccins. Alors ces vaccins, ils étaient quasiment prêts au départ, c'est pour ça qu'ils arrivent maintenant. Un qui est avec un vecteur adénoviral et l'autre avec un vecteur qui est un autre virus qu'on appelle le Vesicular Stomatitis Virus. Et dans les deux cas, ils sont en train d'être évalués. Il y a des essais de phase 1 puis de phase 2 qui sont en cours et qui sont plutôt encourageants. Donc on a beaucoup de ces candidats, ils vont arriver après que l'épidémie soit terminée. Parce que ce qui se passe actuellement, mais il faut être une immense prudence, parce que le risque c'est que 2 jours après on nous annonce le contraire, l'épidémie elle semble réellement se tasser depuis 1 mois et demi. Et ça c'est bien. Je dis il semble parce que si j'avais fait cette conférence il y a 1 semaine, j'aurais dit l'épidémie se tasse. Et puis il y a 3-4 jours, on a appris qu'en Guinée, il y avait eu une résurgence d'un certain nombre de cas. Donc il faut vraiment rester prudent. Mais le plus probable, c'est qu'au printemps, on va se trouver devant une épidémie qui se sera tassée et ces médicaments ne seront pas encore arrivés. Et on entend d'ailleurs certaines voix qui disent mais finalement, mais pourquoi est-ce que vous faites tout ça puisque finalement ça va se passer après. Et la réponse, elle est évidemment qu'il faudra cette fois-ci faire différemment des années précédentes et préparer le coup d'après. Et j'y reviendrai quand je vous montrerai ce qu'on fait à Pasteur là-dessus. Alors, c'est très bien d'avoir ces traitements, mais en fait, comme je l'ai dit, Ebola, ça se contrôle. Ça se contrôle d'une façon qui est simple, à condition d'avoir un système de santé. Il faut identifier, il faut analyser, et ça c'est le point fondamental, contact, tracing and follow-up. Si vous êtes capable de dire, il y a une personne qui est diagnostiquée comme Ebola, voilà depuis qu'elle a de la fièvre, les 30 personnes qu'elle a rencontrées, et si vous êtes capable d'aller voir, c'est un travail énorme, mais d'aller voir les 30, de leur prendre la température, c'est tout bête, hein, de leur prendre la température. Et si jamais elles ont plus que 38, de leur faire un test et de savoir, vous contrôlez. Et ce qui a fait que le Nigeria, ce qui a fait que le Mali,
Ce qui a fait que le Sénégal ont réussi à contrôler, c'est parce que bien que leur système de santé soit assez faible, il était quand même suffisamment fort pour ces contacts. Et en fait, pour la petite histoire, au Nigeria, c'est survenu parce qu'ils avaient un gros problème de poliomyélite. Et donc, en fait, ils avaient mis en place un groupe en fait, de personnel de santé qui travaillait et ils ont pu immédiatement les mettre sur le sujet Ebola et contrôler les choses. Donc vous voyez ces camps. On a également, dont j'ai mentionné, un camp à Macenta qui permettent, et là il faut vraiment saluer le courage des gens qui ont travaillé. Et comme vous le savez également, il y a eu un certain nombre de personnels de santé qui ont payé le prix cher, surtout au début. Alors, voilà. Ensuite, quand on a un patient qui est malade, eh bien, le traitement, c'est de le réanimer. C'est-à-dire que si simplement vous êtes capable de faire une réanimation efficace, vous avez des résultats. Et l'injustice terrible, c'est que vous avez Ebola en Sierra Leone, vous avez à peu près 70% de risque de mourir. Vous avez Ebola, vous êtes transféré immédiatement en France ou aux États-Unis dans un service de réanimation efficace, le risque devient 15 à 20%. Donc le traitement, le contrôle, le contrôle de l'épidémie repose sur l'isolement des patients et sur l'identification des contacts et le suivi. Ça, c'est une chose. Et le traitement des malades repose pour l'instant, sur des mesures non spécifiques. Et puis peut-être, c'est ce que j'ai montré sur la diapo précédente, un certain nombre de traitements qui vont arriver. Alors, il est fondamental de s'intéresser à tout ce qui est sociologique. C'est la perception par les populations du risque. Vous savez, ça a été publicisé, mais c'est quand même assez dramatique, il y a à plusieurs reprises des équipes de médecins et d'infirmières qui ont été tuées par les populations locales qui les voyaient effectivement comme arrivant pour disséminer la maladie. Après, il y a la question du suivi, et ça c'est un sujet qui est en train d'apparaître. On se dit, ils sont guéris, c'est formidable, mais non. Parce qu'ils ne sont pas réinsérés dans leur communauté. Beaucoup d'entre eux se retrouvent en fait complètement ostracisés. Donc Ebola, ça ne s'arrête pas le jour où vous les faites sortir de l'hôpital. Et ça, c'est évidemment un problème également important. Et puis la question de la protection du personnel de santé. Quand je suis allé à Macenta, j'ai vu des personnes qui y travaillaient. En gros, quand vous êtes équipés, comme ils sont équipés avec les espèces de scaphandres, il fait à peu près plus de 40-45 degrés et ils ne peuvent pas tenir plus qu'1 heure. Et quand ils enlèvent des choses, ils ont perdu jusqu'à 3 litres d'eau. Et donc les gens sont épuisés. Et donc en fait c'est là qu'est le risque maximum, et c'est là qu'ont eu les contacts au départ, c'est que en fait ce qui paraît théoriquement simple, d'enlever les gants en faisant attention, en fait les gens n'arrivaient pas à faire suffisamment attention, quelles que soient les instructions qu'ils ou elles avaient reçues. Et maintenant il y a eu des procédures, mais par exemple on n'a jamais le droit d'entrer dans la zone de contact des patients seuls, et quand on ressort, on doit toujours être avec une autre personne qui vérifie à chaque fois que vous prenez toutes les précautions. Et c'est grâce à ça que progressivement le nombre de personnels de santé contaminés a diminué. Ce sont des choses qui ont l'air assez triviales, mais qui en fait ne le sont pas réellement. Voilà le plan d'un centre d'un centre d'isolement. Ce sont des grands centres avec des tentes. Et je veux attirer votre attention simplement sur ce qu'on appelle le triage en haut. C'est le moment majeur. C'est-à-dire qu'on voit arriver des personnes, elles sont peut-être infectées, mais peut-être pas. Il y a 2 problèmes. Il faut vraiment déterminer si elles sont infectées ou pas. Parce que si vous faites entrer dans le camp une personne qui n'est pas infectée, en fait, qui avait en fait un accès à palu, par exemple, là, par contre, elle va être en contact avec des gens qui sont réellement infectés et elle va s'infecter.
Donc il y a vraiment cette première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est là où le risque est maximum pour les populations, pour le personnel de santé encore, parce que c'est là où il y a le contact avec des gens qui peuvent vomir, qui peuvent, etc., et où toutes les précautions risquent de ne pas être prises. Donc l'OMS, j'en ai parlé, a eu une réponse tardive, mais on tape beaucoup sur l'OMS. De façon assez intéressante, les pays qui tapent le plus sur l'OMS sont des pays qui lui réduisent son financement. Enfin, ça, c'est en passant. Mais il est vrai que Margaret Chan, la directrice générale de l'OMS, a officiellement reconnu qu'il y avait des choses qui devaient être réorganisées. C'est quand même très important, hein. C'est l'OMS qui, au niveau mondial, est chargé tous les jours de la surveillance d'un ensemble de maladies qu'on ne voit pas, donc c'est quand même un sujet majeur. Il y a eu, ce qui a déclenché également une évolution favorable, c'était ce qui s'est passé cet été quand Ben Ki-moon a décrété que, et ça c'est un mot qui est très fort, qui a l'air évident comme ça, c'est que Ebola est une menace pour la paix. L'OMS dit Ebola est une menace pour la santé mondiale. Ben Ki-moon a dit Ebola est une menace pour la paix. Pourquoi? Parce qu'on voit les conséquences économiques majeures, également les populations qui se montent les unes contre les autres. Et à partir de ce moment-là, les choses ont évolué grâce à des missions comme par exemple UN Mission for Ebola Emergency Response. Et vous voyez ici les 4 piliers de la réponse globale. À gauche, le case management. Vous vous occupez du cas et vous le traitez. 2, case finding, contract tracing, ça c'est clé, j'ai insisté dessus. 3, des funérailles à la fois dignes et sécurisées, et ça c'est très difficile pour convaincre les populations, mais c'est essentiel. Et enfin, eh bien, la mobilisation sociale autour de ça. Et c'est parce que vous vous adressez à l'épidémie de façon globale que vous pouvez être efficace. Sinon, vous n'êtes pas efficace. Alors ça, c'est une étude qui vient d'être publiée par l'équipe de Simon Cauchemez à Pasteur. Et c'est pour vous montrer ce qu'on appelle la modélisation mathématique. C'est-à-dire, vous pouvez, ne me demandez pas les détails, mais vous pouvez patient par patient, reconstituer une épidémie. Et ce que vous voyez à gauche, le gros cercle jaune, c'est un patient de départ qui est arrivé à Conakry. Et ce patient a contaminé énormément de gens. Chacune des flèches, des carrés que vous voyez, ce sont des gens qui ont été contaminés. Il a contaminé des healthcare workers, HCW, des non-healthcare workers, des ethnies différentes. Et à partir de là, vous voyez que tout se dissémine et vous voyez les différents cas, community, donc dans la communauté, à l'hôpital et à l'occasion des funérailles. Ce que vous voyez sur la gauche, c'est ce qu'on appelle le reproduction number, c'est le nombre de personnes qui vont être en moyenne contaminées à partir d'une personne. Et quand vous avez des chiffres de 1,5 à 2, c'est énorme en moyenne. La grippe, par exemple, donnera des chiffres de contamination beaucoup plus faibles à partir d'une personne. Heureusement, ce que l'article montre, ce sont les progrès. C'est que vous voyez donc en mars et puis à partir d'avril, et sans entrer dans les détails, ce que vous voyez, c'est une décroissance formidable au niveau des contaminations dans l'hôpital, à l'occasion des funérailles, parce qu'il y a une prise en charge. Et vous voyez aussi que dans la communauté, où se font encore le maximum de transmission, c'est-à-dire dans les familles, dans les communautés, eh bien le taux de reproduction est beaucoup plus élevé si les patients ne sont pas hospitalisés, c'est le bleu un peu à droite, par rapport au rose du milieu, qui sont les gens qui sont hospitalisés. Autrement dit, maintenant, l'hospitalisation diminue le nombre de cas qui vont être infectés à partir d'un cas donné, et le nombre de cas global diminue, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est... je voudrais maintenant avancer sur l'aspect plus perception par la société.
Vous voyez très bien, enfin on peut très bien s'imaginer dans la forêt guinéenne, vous voyez arriver les gens à droite en scaphandre, ils prennent en fait une personne de votre famille qui a de la nausée, un peu de vomissement et un peu de diarrhée, et vous apprenez 8 jours après que cette personne est décédée. Et donc la conclusion, c'est qu'il y a en fait des astronautes qui sont des evil spirits, who try to catch the victim's soul, et qui viennent les prendre. Et ces personnes-là, il faut les tuer pour protéger la population locale. Et c'est vraiment la perception qu'il y a pu avoir dans beaucoup. Donc cette approche sociologique de compréhension, de conviction est très importante pour ça. Donc la conclusion de cette partie, c'est que on peut prévenir de façon assez facile, finalement, et que, enfin je ne vais pas reprendre tous les points, mais j'ai insisté en particulier sur la notion de coordination et des études et des ONG. Alors là, j'ai une question aux organisateurs. Je ne sais pas jusqu'à combien de temps ont lieu d'habitude ces conférences, en fait. Oui, d'accord. Très bien. Je ne veux pas être trop long. Conséquences économiques majeures, quand le président Hollande a été en Guinée à Conakry et qu'il a rencontré le président Condé, c'était frappant de voir, quand on était avec lui, le désastre économique que ça représente pour ces pays. Et ça, c'est la raison pour laquelle on a parlé sur la paix. Alors en fait, maintenant, les leçons, les dysfonctionnements, en fait, j'ai déjà fait allusion, mais il faut vraiment les avoir pour la suite. Inégalité majeure devant l'accès à la santé et la qualité des soins. Et si l'épidémie d'Ebola a fait comprendre aux pays dits développés que, en fait, c'est un investissement, c'est une précaution, même si on le prend de façon cynique, même sans penser aux conséquences pour les populations locales, de maintenir, de soutenir un état sanitaire correct, non pas dans quelques pays en Afrique, mais réellement dans la majorité des 54 pays de ce continent, alors ça aura été un progrès. Et c'est vraiment le sujet sur lequel tout le monde travaille actuellement, mais quels sont les mécanismes ? Deuxième sujet, c'est le temps de réaction de la communauté internationale. J'en ai parlé et il faudra maintenir des mécanismes qui permettent de réagir mieux. Des maladies négligées, j'en ai parlé également. C'est le nombre d'équipes qui travaillaient sur les fièvres hémorragiques est clairement trop faible et on doit maintenir un effort de recherche. Ce qui est facile à dire, d'ailleurs, et pas toujours facile à organiser quand on est directeur d'un organisme de recherche ou dans des pays donnés, mais c'est quand même clairement ce qu'il faut faire. Et puis, le décalage entre le progrès scientifique et technologique et le déploiement sur le terrain. Vous pouvez avoir des instituts de recherche extraordinairement performants en Europe, aux États-Unis, en Asie. Vous pouvez mettre beaucoup d'argent. La réalité, c'est que l'effet sur le terrain, si vous n'avez pas la confiance des gouvernements, si vous n'avez pas l'accès réellement aux populations et si vous n'avez pas finalement des infrastructures adaptées, eh bien vous n'êtes pas efficace. Alors maintenant, je vais le faire de façon beaucoup plus rapide et je sauterai un certain nombre de diapositives, mais je voudrais le représenter de façon plus générale dans la perspective des maladies infectieuses actuellement, avant encore une fois de conclure sur quelques diapos sur ce qu'on fait à Pasteur. Le XXe siècle, ça a été le succès, il faut quand même toujours le rappeler, de l'hygiène et d'une diminution de mortalité tout à fait extraordinaire. Le XXe siècle, ça a été l'époque des antibiotiques et le sujet majeur. Maintenant, c'est fini, on a la résistance aux antibiotiques qui est en train d'être une menace absolument globale dans le monde entier. Mais pourtant, ça a été une période d'immense succès. Et puis, le XXe siècle, ça a été le succès des vaccins et donc des véritables progrès dans ces domaines. Ce qui a fait que certaines personnes ont pu écrire des grosses bêtises, et quand on dit des bêtises, on peut les dire, mais il ne faut jamais les écrire, à mon avis. Ça, c'est une phrase qui est restée très célèbre. On finit par même par se demander s'il l'a vraiment écrite, tellement c'est idiot, mais disons, finalement, il est temps
ça c'était en 1967, hein, c'est loin mais c'est pas si loin que ça, de dire, donc vous le disiez vous-même, hein, il est temps maintenant de travailler sur le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires, ce qui est parfaitement vrai d'ailleurs, mais aller dire qu'il était temps. Et en fait, il aurait mieux fait de relire ces classiques, et en particulier les... Attendez, j'ai une diapo qui manque, ou alors elle est plus loin. Oui, je la mettrai après. Donc en fait, on sait que ça n'est pas vrai, et je ne vais pas du tout développer ça. Nous sommes en 2015, et bien schématiquement, les maladies infectieuses en tout représentent 25% des décès dans le monde entier. Je ne vais pas les détailler, que ce soit les infections... Les grandes causes, hein, c'est les infections respiratoires, HIV/AIDS et les maladies et les diarrhées essentiellement chez les enfants, qui tuent un nombre absolument effroyable en fait d'enfants actuellement. Donc bien sûr, cette prédiction ne s'est pas réalisée, et il aurait donc dû lire les classiques, et en particulier Charles Nicholl, qui au début, dans les années 1900-1910, écrivait cette phrase, donc, que je ne veux pas lire en détail, mais il y aura des nouvelles maladies, c'est inévitable, et enfin, elle est extraordinaire cette phrase, hein, et we must equally resign ourselves to perpetual ignorance of the first cases. Et en fait, il faisait allusion à la difficulté finalement d'identifier les premiers cas dans une épidémie et les mécanismes de dissémination. Donc 2015, on revient, je dirais, à des réalités, c'est-à-dire, oui, les maladies infectieuses ont considérablement diminué, et heureusement. Oui, les maladies infectieuses restent une menace majeure, et c'est distribué, entre guillemets, d'une façon inégale, suivant les pays dits développés et les pays émergents et en développement. Là, vous avez, dans les pays dits développés, en rouge, la part, en fait, de ce qu'on appelle les non-communicable diseases, les maladies chroniques, le cancer, le diabète, les maladies neurodégénératives. Et vous voyez, et puis en jaune, les maladies infectieuses. Et là, effectivement, quand vous regardez, le trend est très impressionnant en termes de réduction des maladies infectieuses. Et puis quand vous regardez en fonction, en fait, tout simplement du PIB, eh bien, vous voyez, de toute façon, évidemment, intuitivement logique, eh bien, à gauche, dans les pays qui ont des ressources économiques limitées, eh bien, la part des maladies infectieuses reste très importante. Donc, rien de très surprenant, mais il y a eu quand même une tendance au désengagement par rapport aux maladies infectieuses, et ça a sûrement joué un rôle sur le fait qu'on a baissé la garde, au moins en partie. Alors, il y a beaucoup de causes qui font que nous avons une maladie qu'on appelle une maladie émergente, Ebola, mais elle existait déjà, et nous en aurons d'autres, et nous ne pouvons pas prédire. Nous aurons dans les années qui viennent, malheureusement, ce sera en Asie, en Europe, en Amérique du Sud, enfin en Europe on a moins de chance, mais nous aurons des maladies de ce type. Pourquoi ? À cause de l'augmentation des contacts, à cause des changements de l'environnement. Et j'ai insisté sur la question de la déforestation et également les changements climatiques, c'est un vrai sujet, bien sûr la croissance et bien sûr les mégacités avec la concentration des personnes. Si jamais Ebola avait, par exemple, diffusé à Lagos, au Nigeria, on aurait eu une catastrophe, mais vraiment incroyable. Donc, il y a eu des études, je pense que ça, je peux le passer, pardon. Je vais passer ça. Il y a beaucoup de candidats. Alors, c'est des diapos un peu épouvantables à montrer parce qu'on en sort totalement déprimé, ou on peut éventuellement en sortir déprimé, parce que quand on fait effectivement le compte, ça, ce sont au fond des menaces potentielles avec différents types de virus, différents types de vecteurs. Certaines de ces infections existent, donc Ebola bien sûr, mais aussi chikungunya, qui est une maladie dont on parle moins à cause de Ebola, mais dont on reparlera, et puis un certain nombre d'autres virus. Alors comment est-ce qu'on peut lutter ? Et là, les messages sont quand même plus positifs.
Avant de commenter cette diapositive, quand vous regardez par exemple à Hong Kong, par rapport aux épisodes du SARS ou du SRAS, suivant qu'on parle en anglais ou pas, ou des autres épisodes de grippe plus récentes, en 10 ans, le temps de réaction de la communauté internationale par rapport à ces épidémies s'est amélioré d'une manière incroyable. Et actuellement, dans les épidémies, dans les infections avec des virus comme H7N9, avec d'autres virus, influenza, la capacité à contenir est quand même nettement meilleure, mais vraiment nettement meilleure qu'il y a 10-15 ans. Ça, c'est un fait. Et pourquoi? Parce qu'on a compris qu'on devait travailler par des réseaux. Et ça, c'est un exemple, il y en a beaucoup, de ce qu'on appelle le GOAN, Global Outbreak Alert and Response Network. C'est réellement mettre en réseau sur la totalité du globe des laboratoires qui ont la capacité de faire une surveillance épidémiologique, de réagir, de donner l'alerte. Et ça, c'est un changement majeur des 15 dernières années et c'est un changement extrêmement positif par rapport à notre capacité à nous protéger. Et encore une fois, il y a beaucoup d'exemples de ce type de réseau. Je ne vais pas les détailler. Pour terminer cette partie, il faudrait dire que je vous ai montré que les maladies infectieuses étaient restées très présentes. On a parlé d'Ebola, qui est évidemment un exemple extrêmement démonstratif, mais je vous ai également montré que, en fait, ce qu'on appelle les non-communicable diseases, ces maladies chroniques, augmentaient. Autrement dit, on est passé au cours des 20 dernières années à une nouvelle approche de la santé publique. Les mots qui sont des mots à la mode, mais qui sont des vrais mots, sont Global Health and One Health. C'est-à-dire que la santé publique globale, c'est réellement de mettre ensemble, dans une approche interdisciplinaire, des gens qui vont faire de l'épidémiologie, des gens qui vont faire de la biologie moléculaire, mais aussi des personnes qui vont faire des sciences humaines et sociales, et qui vont réellement travailler ensemble avec une approche globale, interdisciplinaire et une approche mondiale. Et cette diapositive, en fait, elle vient de Françoise Barré-Sinoussi et elle est dérivée au départ bien sûr, elle a été prix Nobel sur le VIH, mais c'est ce lien, vous voyez, une approche globale, c'est considérer à la fois les maladies infectieuses, les non-communicable diseases et un ensemble de facteurs d'environnement. J'ai parlé de l'urbanisation, des changements climatiques. Arrêtez de les voir de façon séparée avec des gens qui ne communiquent pas. Et c'est... alors je vais passer ces... Et c'est l'exemple, par exemple, du VIH que donne justement Françoise Barré-Sinoussi souvent dans ses présentations. Je ne vais pas le détailler, c'est de dire que vous avez en haut HIV Associated Fat Metabolic Syndrome. Une maladie virale donne des anomalies métaboliques. Et puis vous avez des co-infections par le cytomégalovirus. Et puis vous avez bien sûr la multiplication du virus. Et puis à droite et en bas, vous avez des lésions de l'intestin. C'est globalement qu'on doit analyser un problème et pas isolément. Ça paraît intuitivement évident, mais je peux vous dire qu'il y a 20-25 ans, ça n'était absolument pas comme ça qu'on envisageait les études dans le domaine de la virologie. Alors pour terminer, de quelques dias sur ce qu'on fait sur l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur travaille sur le terrain. Nous avons un réseau international des Instituts Pasteur. L'Institut Pasteur a décrit le virus et puis nous avons constitué cet été une task force. Et la raison, ça veut dire quoi, task force? Ça veut dire que on a réellement... Je vais passer certaines diapos, j'en ai prévu trop. Ça c'est simplement, ça décrit ce qu'on a fait en Afrique occidentale avec les premiers cas, avec le travail à l'hôpital de Donka à Conakry, le centre de traitement à Macenta et un certain nombre d'actions qu'on a fait dans cette région.
Pourquoi est-ce que l'Institut Pasteur a pu se positionner de cette manière de façon rapide? Parce que ce que je voudrais vraiment insister là-dessus, l'Institut Pasteur, c'est un institut qui est international, basé en France, à Paris. Ce n'est pas un institut français. C'est un institut international avec 32 instituts dans le monde, dans 25 pays. Et nous sommes en train de créer actuellement, à la demande des autorités de Guinée, un institut Pasteur donc à Conakry. Pourquoi est-ce que c'est si important dans la discussion que nous avons ce soir? C'est ce que j'ai voulu dire en parlant de la difficulté, même quand on a des instituts de recherche de très haut niveau, même quand on met beaucoup d'argent, la difficulté de réellement transférer cette connaissance sur le terrain, de réellement l'appliquer. Les instituts, ces instituts, ils existent pour beaucoup d'entre eux depuis au moins 100 ans. On a la confiance des gouvernements locaux, on a la confiance des populations et donc on peut travailler en partenariat avec les ONG, avec les gouvernements, avec les grandes associations. Donc voilà, ça montre qu'il y a également un équipement avec des plateformes, des actions régionales. Cette diapositive montre qu'on a une gamme de projets concernant le Ebola, dans cette task force Ebola, qui sont faits réellement avec l'ensemble des 32 instituts. Vous voyez à droite, Institut Pasteur de Shanghai, Institut Pasteur de Corée. Un point très important, c'est que le département de biologie structurale et de chimie de l'Institut Pasteur joue un rôle vraiment très intéressant pour la recherche à la fois de nouvelles molécules et de nouvelles approches. Et c'est ce que j'ai voulu dire en introduction en parlant pour moi de la contribution de ce type de recherche à une question virologique. Et donc, pour mieux réagir dans le futur, pour réellement être capable d'intervenir de façon plus précoce, nous avons créé à l'Institut Pasteur un Center for Global Health, suivant le raisonnement que j'ai montré, qui a pour mission justement l'éducation, la recherche et la capacité de mettre en face une force de réaction qui nous permettra dans le futur de rester présents. Et cette task force, ce Center for Global Health, même quand Ebola aura disparu cette fois-ci, eh bien, on conservera cette structure pour les problèmes suivants. Donc voilà, je vais terminer avec cette diapositive. Cette diapositive, elle vient du rapport d'activité de l'Institut Pasteur de l'année dernière. C'est pour vous dire que c'est très bien, quand on est un directeur de l'Institut Pasteur, d'organiser des structures, d'organiser des actions, mais ce sont les personnes qui comptent. C'est également d'avoir des chercheurs qui sont à la fois des chercheurs modernes et qui sont des pasteuriens. Et ce qui m'a fait très plaisir, c'est que cet été, j'ai mis un mail circulaire en disant « Est-ce qu'il y a des gens qui sont volontaires ?» pour aller en Guinée, pour aller travailler et pour contribuer de façon générale à la task force. Eh bien, on a eu de nombreuses réponses positives et je pense que ça fait partie de ce qu'on veut maintenir à l'Institut Pasteur, qui est donc bien sûr une incurable curiosité. Ça, c'est on est tous, vous êtes des chercheurs, beaucoup d'entre vous en tout cas, et c'est la curiosité qui nous conduit, mais également ce mélange en fait entre le modernisme et cet esprit. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Alors merci tout d'abord pour cette belle conférence. Nous allons passer, si ça ne vous dérange pas, à une phase de questions. Alors, si quelqu'un a une question, n'hésitez pas à la poser, c'est maintenant ou jamais. Merci pour votre conférence. Et je voudrais savoir comment vous recrutez vos chercheurs. Comment on peut devenir pasteurien? On recrute nos chercheurs
par les voies habituelles, c'est-à-dire comme l'INSERM, le CNRS ou des grandes écoles comme cette école, c'est-à-dire par des personnes qui se présentent sur des concours qu'on ouvre chaque année et qui sont formés, qui font leur thèse de sciences et qui ensuite font un premier stage postdoctoral, préférablement à l'étranger, et puis qui reviennent, à qui on demande de faire généralement un second stage postdoctoral, parce que je trouve que c'est important de pouvoir vraiment voir les personnes en condition, mais par contre qui doivent ensuite pouvoir trouver une position à l'Institut Pasteur. Alors je pense que, donc ça c'est très classique, je veux dire, et donc on a un concours avec un jury qui évalue la qualité de leur dossier. Mais par contre, et je pense que c'est ce qu'il y a derrière votre question, on les interviewe. Et effectivement, je pense que leur perception de la recherche et leur perception de la spécificité de Pasteur est importante. Est-ce que pour eux, être à Pasteur, c'est comme être n'importe où, chercheur, ou est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique? Alors, je suis arrivé donc il y a 15 mois et ils ont un test, en fait, grandeur nature d'emblée, c'est que on a vraiment décidé maintenant que quand on est recruté à l'Institut Pasteur, on doit aller passer de façon obligatoire quelques mois dans un des instituts du réseau pendant les 2 premières années de recrutement. Et je les rencontre personnellement et on leur explique ça et c'est écrit dans le contrat. En fait, ils sont ravis parce que c'est passionnant d'aller là-bas. Mais c'est une forme de réponse à votre question. Si ces personnes voulaient simplement, ce que je respecte complètement, travailler dans un institut de recherche pour faire une recherche fondamentale sans ouverture vers le réseau international, c'est que c'est peut-être pas à Pasteur qu'il faut aller. Merci beaucoup pour votre conférence. Alors, ce que j'ai lu entre les lignes de ce que vous avez dit, je vais être volontairement provocateur. Vous dites que si Ebola n'était pas arrivé en Afrique, mais plutôt en Europe, par exemple, ça n'aurait pas pris cette ampleur-là. Absolument. D'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est qu'on a eu... Enfin, il suffit de dire ça pour que le lendemain matin, on ait démenti, mais on a eu 0 cas en France. Il y a eu des excitations, etc. Et d'ailleurs, c'est bien parce que c'est vraiment bien qu'on ait mis en place des systèmes de protection efficaces en France. Je suis de premier avis. Mais oui, ça c'est clair. D'abord, je ne vois pas très bien comment Ebola aurait pu se déclarer en France. Mais si Ebola s'était déclaré en France, et en tout cas si on avait eu des cas venant par exemple de Guinée qui réellement avaient... on aurait peut-être eu... je sais pas, 2 ou 3 contaminations, on ne peut jamais éliminer, mais on n'aurait absolument pas eu d'épidémie. Absolument pas. Ebola, c'est malheureusement une maladie de pays qui ont un système sanitaire, mais inexistant. Il faut bien comprendre le niveau. Au Libéria, à Monrovia, même avant Ebola, il n'y avait pas d'hôpital. C'était pas une réalité. Et d'ailleurs, le drame actuel, c'est que le peu de ressources qui sont mises sur Ebola. Donc au Libéria, si vous avez une maladie cardiovasculaire, si vous avez une infection à paludisme, il ne se passera rien. Donc ce sont des... Oui, en France, on aurait vraiment... on n'aurait pas de risque. Vous avez dit que Ebola était connu depuis assez longtemps finalement et que les travaux de recherche n'étaient pas très poussés, ce qui a permis une résurgence de la maladie là récemment. Et est-ce que vous pensez que cette situation va vraiment changer les choses et va inciter les gouvernements, plus que les organismes de recherche qui finalement ne contrôlent pas forcément leur budget, donc les gouvernements et les organisations internationales, à financer des recherches sur des maladies qui ne présentent pas forcément de risques à l'heure actuelle parce qu'elles ne sont pas vraiment développées, mais que l'on connaît, que l'on a identifiées et qui pourraient un jour conduire à une épidémie comme Ebola ? Je crois vraiment. D'abord, il faut dire une chose, parce qu'il faut quand même parler des progrès. Indépendamment de Ebola, par exemple sur ce qu'on appelle les maladies tropicales négligées, où il y a des tas de maladies qui sont vraiment très sévères et qui ont été assez peu étudiées, il y a eu des efforts, et par exemple la Fondation Gates a joué un rôle très positif, mais il y a une organisation dont
l'Institut Pasteur fait partie, qui s'appelle Drug for Neglected Disease, initiative DNDi. Donc il y a réellement des initiatives et avec des participations de compagnies pharmaceutiques qui se sont mises en place. Et donc ça, la raison pour laquelle je commence ma réponse par ça, c'est que ça donne confiance sur le fait que maintenant, avec Ebola en plus, moi je crois profondément qu'il va y avoir un avant et après Ebola. Je crois que, ça ne veut pas dire que tout va être formidable et que tout va bien marcher, pas du tout, mais il va y avoir, il y a eu une prise de conscience vraiment majeure. Vraiment majeure. Donc, je pense ça. Alors ensuite, vous dites pour les gouvernements plus que les organismes de recherche parce qu'ils ont des questions de budget, c'est vrai. Mais ceci dit, pour les organismes de recherche, c'est quand même une vraie question intrinsèque. Et ce que je cite souvent, moi, le premier dossier que j'ai eu quand je suis arrivé, c'était une évaluation par le conseil scientifique de l'unité de Sylvain-Bèze à Lyon. On était en octobre 2013, il n'y avait pas Ebola. Et ce que j'ai trouvé bien, c'est que le conseil scientifique a recommandé de soutenir cette thématique et de continuer. Et heureusement, et on l'a fait avant que Ebola. Donc ce que je veux dire, on peut quand même, et on doit, en tout cas dans des instituts comme Pasteur, mais aussi dans d'autres, avoir une recherche où on maintient l'effort sur un certain nombre de thèmes. Voilà. Et puis effectivement, si les gouvernements peuvent mettre des budgets, c'est encore mieux, mais là on arrive dans les difficultés. J'avais plutôt des questions sur la virologie. Est-ce qu'on a une idée finalement des raisons qui font que, enfin, qui donnent des effets cytopathiques et des effets si violents? Première question. Et puis, tu disais tout à l'heure, il n'y avait pas de maladie chronique. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intégration, il n'y a pas de dormance, il n'y a pas de réservoir humain même très ténu? Pas du tout? Oui, donc je commence par la deuxième question parce que c'est celle qu'on connaît le mieux. Vraiment, il faut toujours être très très prudent. Enfin, il y a quand même maintenant beaucoup d'études qui ont été faites. Il n'y a pas d'intégration. C'est un virus ARN qui n'a pas de cycle de reverse transcription. Il n'y a pas d'intégration, ça c'est clair. Mais il n'y a vraiment aucun argument pour des réservoirs et pour un portage chronique. Ce sont vraiment des infections aiguës. Maintenant, donc ça c'est le dogme. Et c'est vrai. Mais le problème, c'est que jusqu'ici, Ebola, on l'a étudié dans des situations où il y avait 70 à 80% des gens qui mouraient. Les études, elles n'ont jamais quand même été faites sur des populations très importantes de personnes. Est-ce qu'on va découvrir maintenant, à l'occasion de ce qui se fait maintenant, on va pouvoir avoir accès à des populations de convalescents qu'on n'avait jamais étudiées? Est-ce qu'on va découvrir des choses un peu inattendues là-dessus? On ne sait jamais. Et il y a des études qui sont en train de se mettre en place sur des populations de convalescents. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'argument. Comment le virus exerce son effet cytopathogène? Ça va être une réponse assez standard, ce que je vais faire. C'est un mélange d'effets directs, le virus induit une apoptose, et puis une stimulation, une réponse inflammatoire très forte, et entretenue d'ailleurs par une réponse immune qui, comme toujours, est à la fois protective et en même temps qui aggrave l'inflammation. Donc, tu vois, pas des choses très particulières. Oui, je vais peut-être sortir un peu du thème de votre conférence. Avez-vous un avis sur les raisons pour lesquelles le paludisme est toujours une maladie avec un aussi grand nombre de cas? Ça, c'est pas une question facile, hein, mais c'est une question logique. En fait, parce que, enfin, si, en fait, on a grosso modo la réponse, c'est parce que on n'est pas suffisamment efficace sur les moustiques, sur l'anophèle. Les grands progrès sur le paludisme, parce qu'il y a eu des grands progrès, hein, ont été obtenus à partir des moustiquaires traités par des produits anti-malaria. Ça a vraiment été les campagnes qui ont permis quand même de réduire de façon significative. Mais ça ne résout pas le problème du moustique et donc de la capacité de transmission. Donc ça, c'est la première grande raison.
La deuxième grande raison, c'est qu'on n'a pas des traitements suffisamment efficaces encore, même si les traitements ont beaucoup progressé. On a un travail très très intéressant au sein du réseau sur le phénomène de résistance au traitement, qui est un phénomène qui s'est propagé au cours de ces dernières années, et sur les mécanismes de cette résistance. Et puis, dernier point, c'est que jusqu'à présent, on n'a aucun vaccin. Et c'est un grand échec tous les programmes de vaccination contre le paludisme. Donc là aussi, il y a des candidats vaccins, il y a des grosses études qui sont en train d'être faites, mais à la date d'aujourd'hui, il n'y a aucun vaccin. Donc c'est ça, c'est l'association finalement des trois. Beaucoup de choses qui sont mystérieuses sur pourquoi certaines régions sont touchées, d'autres non. Mais enfin, on est quand même dans des régions chaudes et humides. Hein, donc voilà un peu les... Oui, pensez-vous que l'épidémie aurait été moins importante s'il y avait eu une meilleure communication entre les dirigeants et leur population, ou entre les médecins et les populations, ou encore entre les dirigeants et la communauté internationale? Absolument, pour les trois propositions, c'était malheureusement exactement ça. C'est-à-dire que, bon, d'abord, il y a eu une méconnaissance. Il faut toujours se dire ça. Là, pour l'instant, ça paraît évident, mais entre fin décembre 2013 et avril 2014, dans les pays considérés, vous avez des gens qui sont, pour beaucoup, pas réellement formés et qui n'avaient absolument pas une idée de ce que c'était. On voyait des gens qui vomissaient. Donc, il y a eu un problème d'éducation. Oui, il y a eu un problème majeur de communication par rapport à la population de la part des gouvernements, absolument. Oui, il y a eu un problème de communication entre ces gouvernements et la communauté internationale. Donc, je ne vais pas répéter tout ce que vous venez de dire, mais c'est exactement ça. Et puis, il y a eu un problème vraiment de perception par les populations de ce qui se passait. Vous voyez, un progrès considérable sur les centres de traitement, ça a été sur la deuxième génération de centres de traitement, quand, au lieu de faire, les premiers centres de traitement étaient complètement fermés. C'est-à-dire, de l'extérieur, la famille, qui bien sûr n'était pas admise pour aller à l'intérieur, ne voyait pas le patient ou la patiente. Et par contre, ce qu'ils voyaient, au bout de quelques jours, c'est malheureusement, dans la majorité des cas, des gens sortir morts. Ils ont fait des camps ensuite où il y avait une zone où la famille pouvait voir, pouvait saluer, pouvait encourager le patient ou la patiente. Bon, ben, ce sont des choses comme ça. Ça a changé totalement la perception. Totalement. Donc oui, le mot communication a été un mot très difficile. Là, je crois vraiment qu'il y aura un énorme progrès qui restera dans l'avenir à partir de ça. Ça, j'en suis très, très convaincu. Encore une fois, il y aura des difficultés, mais cette leçon, elle a quand même été en grande partie retenue. Bonsoir. Autre remarque sur la communication, vous parliez des essais de phase 1 sur le favipiravir. On a entendu récemment, notamment des personnes politiques, parler des essais très prometteurs de cette phase 1. Combien de vaccins, combien de médicaments étaient très prometteurs en phase 1 et n'ont finalement rien donné? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a tendance à être un peu trop vite optimiste et à diffuser une information pas biaisée, mais un peu trop prometteuse sur ce médicament, notamment aujourd'hui? Oui, mais on a trop tendance à diffuser à la fois d'ailleurs les informations négatives comme positives aussi, hein, parce que, encore une fois, j'ai cité par exemple un article dans lequel on disait qu'il y a peut-être une contamination par les aérosols. Si ça avait été vrai, c'était la panique totale dans les avions partout. Les personnes qui ont commencé à annoncer ça auraient peut-être mieux fait d'attendre, de savoir si c'était confirmé. Mais vous avez raison. Oui, il y a une tendance à aller trop vite. Dans le cas présent, l'essai a été fait de façon rigoureuse et l'annonce a été prudente, puisqu'ils ont simplement dit que ça pouvait réduire la charge virale, ce qui était objectivement vrai chez les patients, et que donc potentiellement ça pouvait être un bon traitement. Donc la communication dans ce cas-là n'a pas encore été trop, je dirais, hasardeuse à mon avis. Mais c'est vrai, c'est général, c'est que
Et puis, on a tellement envie, quelquefois, que ce soit vrai, qu'il n'y a pas forcément de malhonnêteté. Vous voyez, il y a simplement on a fait un essai, on a vraiment l'impression que ça donne quelque chose, on a envie de le dire, on en est fier. Donc oui, c'est un problème de communication. Il y a eu un peu un délire médiatique à un moment sur Ebola. Faut dire les choses comme elles sont. Et on cherchait à vous faire dire un peu trop. Bon, c'est le problème de la communication en santé. Mais dans le cas présent, pour cette molécule, je trouve qu'ils n'ont... Enfin, moi, de ce que j'ai lu sur leur présentation, et puis il se trouve que nous, on assure les tests virologiques pour une partie de l'essai, je ne trouve pas qu'ils étaient encore trop loin. Je pense que c'était à peu près contrôlé. Bonsoir. J'ai une question par rapport à l'OMS. Vous disiez qu'ils avaient réagi assez tard et j'aurais voulu savoir quels sont leurs moyens dans ce type de situation et leur position par rapport aux instituts de recherche comme l'Institut Pasteur. Bon, ce sont tout ça de très bonnes questions. L'OMS, c'est très particulier parce que l'OMS, c'est immense, c'est dans le monde entier, ce sont des milliers de personnes. La réalité, c'est qu'ils ont très peu d'argent. Et l'intervention de l'OMS, elle se situe effectivement dans l'alerte qui est donnée et dans leur capacité à réunir les gens et à les mettre ensemble. Et j'ai mentionné tout à l'heure cette notion de réseau et cette évolution. Ça, c'est ce que l'OMS peut faire. Donc, l'OMS, on ne lui demandait pas d'intervenir financièrement en Afrique occidentale. Ils n'en ont pas la capacité. Ce qui a été grave, et encore une fois, moi je respecte beaucoup l'OMS, je pense que c'est un peu facile actuellement de leur taper dessus, mais enfin, ce qui a été grave, c'est que les personnes qui représentaient l'OMS dans les pays considérés n'ont pas transmis, n'ont pas pris la mesure de ce qui se passait. C'est ça le problème. L'OMS n'est pas là pour aller conduire des programmes de recherche. L'OMS n'est pas là pour aller construire des centres d'isolement et de traitement. C'est pas ça. L'OMS est là pour dire attention, là il se passe quelque chose. Il faut que tout le monde se mette ensemble. Si on ne fait pas quelque chose dans le mois qui vient, ça peut prendre une ampleur tout à fait particulière. Ce soir, à Genève, il y a très certainement, ils ont une grande salle dite de situation avec des écrans dans le monde entier, il y a certainement une conférence sur un virus machin dans un pays donné où ils sont en train de se demander est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel il faut qu'on donne l'alerte. Tous les jours, il y a ça. L'OMS, c'est une pression hallucinante. Et il faut des mécanismes qui sont basés sur la qualité des personnes sur le terrain. Si vous avez des gens qui vous disent non, Ebola, oui, effectivement, il y a eu 3-4 cas, mais enfin, on est dans une situation habituelle. Bon, vous êtes dépendant. Donc, alors, quelles sont les relations avec les organismes de recherche comme Pasteur? Excellentes. On a, depuis le début de mon mandat, j'ai rencontré bien sûr Margaret Chan, on travaille beaucoup avec leurs équipes. On a ce qu'on appelle des centres collaborateurs OMS dans beaucoup des instituts Pasteur du réseau. Centres collaborateurs OMS, ça veut simplement dire qu'on travaille pour eux, qu'on est là pour leur signaler un certain nombre d'événements anormaux et qu'on est là pour faire les tests virologiques et caractériser les pathogènes en cause. Bonsoir. Alors, j'aurais deux questions. Une première à propos j'ai entendu dire qu'il y avait des essais qui étaient actuellement en cours pour 3 traitements dans les centres de Médecins sans frontières. Et je me demandais justement, je crois que les résultats vont être prochainement connus, ou enfin en tout cas je me demandais justement si vous aviez des nouvelles de ces traitements qui sont en essai. Et une deuxième question, donc à propos plutôt des pays de l'ONU en fait. Je me demandais, donc la France a accueilli et accueille encore des malades faisant partie de l'ONU, des personnes donc du personnel de santé. Et je me demandais s'il y avait un contrat qui avait été conclu un contrat tacite entre les différents pays de l'ONU, ou s'il y avait
quelque chose qui avait été conclu entre les pays de l'ONU? Pour les traitements, en fait, on est vraiment, vous savez, à des phases très très précoces. Le seul traitement, c'est celui dont on parlait tout à l'heure, le favipiravir, et on a des résultats qui sont des résultats préliminaires qui montrent une efficacité sur la charge virale. D'ailleurs, entre parenthèses, une efficacité sur la charge virale, mais ça ils l'ont bien dit, à condition d'être dans les phases précoces de l'infection. Donc on ne sait pas forcément chez tous les patients. Il n'y a pas, à ma connaissance, pour l'instant, d'autres résultats. Il y a des choses qui se mettent en place, mais en tout cas, moi, je ne connais pas d'autres résultats actuellement réellement analysés, d'autres traitements. Et puis, alors, il y a les essais de vaccins. Donc, il y a effectivement 2 vaccins qui ont eu des phases 1, qui sont les phases de sécurité, et des phases 2, qui sont les premières phases d'efficacité qui se mettent en place, puis qui commencent juste à se mettre en place. Et alors là, on a un paradoxe incroyable. C'est que au moment, et c'est très bien, on touche du bois, au moment où on commence à mettre en place ces essais, il n'y a plus de patients. En fait, dans le centre de Macenta, que la France a construit, et c'est vraiment très bien avec la Croix-Rouge, entre le moment où ça s'est décidé en septembre, le moment où il a commencé, on était déjà mi-novembre. Et là, il y avait vraiment des patients. Depuis mi-janvier, il n'y a pratiquement plus de patients. Donc c'est très bien. Alors, pourquoi il n'y a plus de patients? D'une part, parce que l'épidémie a beaucoup diminué, c'est ce que j'ai montré, mais aussi parce que, et là on ne maîtrise absolument pas, en fait, les foyers infectieux, ils sont maintenant à 100 km au nord. Et ils ne sont plus à Macenta. Et donc, pour faire ces études d'efficacité de vaccin et d'efficacité de traitement, c'est extrêmement compliqué. On va avoir des résultats. Le plus probable, c'est que faire un vaccin contre Ebola, ce n'est pas très difficile. Ça n'a rien à voir comme difficulté par rapport au VIH, par rapport au paludisme, par rapport à l'hépatite C. Ce sont des virus qui mutent peu, qui stimulent une réponse immune. Peut-être que dans 6 mois, vous vous apercevrez que j'ai eu totalement tort de dire ça et que ça ne s'est pas confirmé, donc je le dis avec beaucoup de prudence. Mais ce n'est pas forcément un vaccin très difficile à faire. Par contre, on va se trouver dans une situation où pour évaluer son efficacité sur de nombreux cas, mais là on sera prêt, peut-être que c'est à l'occasion d'une autre épidémie qu'on pourra réellement évaluer leur efficacité. Est-ce qu'il y a un contrat tacite entre les pays de l'ONU? Non, mais il y a un devoir qui a été vraiment bien reconnu par tous les pays d'accueillir. Il n'y a pas eu, à ma connaissance en tout cas, de cas où des pays aient vraiment refusé. Par contre, le problème, c'est la qualité du contrôle à la frontière. Et par exemple, pour l'Union européenne, c'est évidemment une question centrale, parce que comme on sait très bien, une fois qu'on est entré, et après on peut... Donc là, on revient sur le fait que, heureusement, c'est une infection qui est facile à diagnostiquer, et où quand on a un système sanitaire correct, ça n'est pas compliqué en fait de contrôler. Donc c'est ça qui est à protéger finalement. Mais on a un devoir d'accueil, bien sûr, des personnes. S'il n'y a pas d'autres questions. Encore. Dans ce cas-là, moi, je vais en profiter pour en poser une, si je puis me permettre. Vous nous avez parlé des personnes qui, une fois en période de convalescence de Ebola, qui ont pour chance de s'en sortir, vous nous avez parlé du problème de réinsertion derrière, parce qu'on peut se demander effectivement avec le cas des astronautes qui débarquent dans la jungle en Zaïre et qui ramènent la personne. On peut se demander quelle est la situation de réinsertion. Est-ce qu'il y a eu des cas un peu particuliers ou... Des cas particuliers, non, mais un gros travail de réinsertion. Les choses sont en train de se tasser maintenant parce que
tout va mieux parce que l'épidémie est en train de se tasser, donc les gens, tout se sait, et c'est normal, je veux dire, c'est une transmission très rapide d'informations. Donc à partir du moment où les gens savent que l'infection, l'épidémie est en train de disparaître, la personne qui revient d'un centre d'isolement est mieux accueillie, mais le problème a été vraiment majeur jusque très récemment, on parle de mi-janvier, parce que les gens avaient peur de deux choses. Ils avaient peur d'être contaminés par les gens qui revenaient, qui leur disaient « je suis guéri, oui d'accord, mais bon, j'en suis pas sûr ». Et puis deuxièmement, ils étaient passés par ces trucs bizarres avec les cosmonautes, les machins. Et là, dans l'imaginaire, est-ce que la personne qui revenait était vraiment la personne vivante qu'on avait vue partir, ou est-ce que c'était quelqu'un qui revenait du royaume des morts pour aller vous tourmenter? Mais c'est vraiment ça. Donc il y en a qui ont été accueillis, disons, fraîchement à leur retour. Et ça a été un gros problème. Mais c'est en train quand même maintenant de se résoudre. Maintenant, vous voyez, ça me fait presque peur de vous dire des choses comme ça, parce que je me dis toujours, si dans 3 semaines, on apprend qu'en fait, à l'occasion d'un foyer, en fait, tout est reparti, vous sentez ma prudence, en fait, quand je vous dis... Et d'ailleurs, il y a une chose qui a été complètement négligée. En septembre, ou début octobre, il y a eu une autre épidémie d'Ebola, due à une autre souche de virus dans le nord de la République démocratique du Congo et en Ouganda, qui s'est tassée très vite. On en a peu parlé, mais il y a eu quand même une 50aine de morts. Ça montre bien, vous avez des foyers et ça redémarrera. Donc il nous faut ces vaccins, il nous faut ces traitements et il nous faut cette nouvelle manière de voir une politique de santé dans une zone comme l'Afrique, en fait. Bon, voilà. S'il n'y a pas plus de questions, dans ce cas-là, on va pouvoir conclure et vous remercier. Encore bravo, en tout cas, merci beaucoup pour cette conférence. Alors, avant de vous quitter, j'aimerais faire un dernier petit mot pour l'ensemble des grands séminaires de Chimie ParisTech. Déjà, vous remercier d'être venu ici. Et peut-être que certains d'entre vous ont remarqué, on aura glissé sur le bord des tables des petits papiers pour des flyers pour la prochaine conférence qui aura lieu donc organisée par Serge Clément sur le sujet de l'entrepreneuriat. Donc, économie entrepreneuriat, de la théorie à la pratique. On espère vous y retrouver aussi. En espérant que ça vous intéresse. Au revoir et bonne soirée. Merci.